À mon retour de la guerre, ma famille a lancé un « tu es vivant » plein d'emphase, mais j'ai posé ma casquette sur le comptoir, encore un peu sonné. Je savais que j'étais attendu depuis des mois, pourtant tout semblait figé. Ma mère a reculé, agrippée à la porte, tandis que mon père serrait la main de ma sœur, blanche comme un drap. J'ai croisé leurs regards, et c'est là que j'ai perçu, en pleine lumière, une déception à peine masquée. Malgré moi, je restais le mouton noir, celui sur qui on ne mise pas, et j'avais idiotement espéré que mes exploits changeraient leur vision. J'allais leur annoncer, tout fier, ma prime de 300 000 €, quand mon père m'a coupé net. « Fiston, tu ferais peut-être mieux de repartir sur le front. » En un clin d'œil, ils se sont tous tournés vers moi, pendus à mes lèvres. Impossible. J'ai été exposé aux fumées toxiques. Résultat, cancer rarissime. 8 mois au plus à tirer. J'ai tout de suite scruté leur réaction, espérant une émotion, mais j'ai juste capté un sourire furtif sur chaque visage. Mon Dieu, quelle horreur, a gémi ma sœur, tête dans les mains. Maman, elle, m'a effleuré le bras, songeuse. Avec un peu de chance, l'assurance décès sera correcte. Il paraît que ça peut aller jusqu'à 400 000 € pour les familles, a renchéri mon père. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. Depuis la cuisine, j'entendais maman, papa, Cécilia et même Pender, le copain, faire des plans sur la comète. À sa mort, l'assurance va payer 400 000, murmurait maman. Pender, tu vas pouvoir monter ton affaire, a jubilé Cécilia. Avec ça, le mariage sera payé cash, ajoutait Pender. Je souriais dans mon coin car, après ce que j'avais vu dans l'armée, rien ne vaut de laisser les vautours se dévorer entre eux. Les jours suivants, je me suis donné en spectacle. Je titubais, je toussais du sang dans des mouchoirs devant eux. Un jour, Pender a évoqué son rêve d'acheter un pick-up flambant neuf. J'ai pris une voix d'agonisant. Si je pouvais t'aider, crois-moi. Et là, j'ai vu les yeux de mon père s'allumer. Dis-moi, fiston, tu signerais pas un papier pour nous? Juste un truc familial. Bien sûr, j'ai fait mine d'avoir les mains tremblantes, mais j'ai compris qu'ils me demandèrent de garantir un prêt à 6 chiffres avec ma propre assurance vie. Tout pour la famille, papa. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient franchi la ligne rouge. Les vrais ennuis ont commencé quand Pender a claqué la porte de son boulot, sûr de sa future fortune. Je l'ai entendu braguer au téléphone. Même pas foutu de checker mon CV, et la moitié de mes diplômes, c'est du vent. Pender, a ricané faussement Cécilia, incapable de cacher son amusement. Plus tard, pendant le dîner, j'ai décidé de leur glisser un doute. Le médecin a dit un truc bizarre. Mes analyses s'améliorent. Peut-être que le cancer régresse. L'assiette de Cécilia a failli voler. Hein? Faut pas trop espérer. Les médecins peuvent se tromper, a-t-elle balbutié. Faut se préparer au pire, a appuyé Pender. Je hochai la tête, mais en secret, ma prime était déjà dépensée. L'AMG Mercedes ronflait dans le garage, le Pentus décoré à mon goût. Eux croyaient me voir agoniser, moi j'apprenais à vivre. Parfois, j'ai failli ressentir de la culpabilité jusqu'à la préparation de mon enterrement. Maman a sorti un classeur façon dossier administratif. On a choisi le cercueil le moins cher, m'a-t-elle dit en désignant une photo. Et Cécilia lira un texte. Tout sera réglé avec l'assurance, a ajouté papa. Il avait d'ailleurs liquidé sa retraite en encaissant 40% de pénalité, balançant 30 ans de cotisation pour quelques milliers d'euros. Très bonne idée, ai-je murmuré d'une voix d'outre-tombe. Cécilia, elle, avait carrément arrêté la fac en dernière année, rayant son diplôme et ses 60 000 € d'un trait de plume. Maman avait résilié son bail, accepté des milliers d'euros de frais et lancé à son proprio « Processus-moi si tu veux, dans 2 mois je serai tranquille ». Un soir, je les ai surpris en train de négocier avec un inconnu à l'accent louche. On entendait la musique d'un casino au loin. « Il nous manque 100 000 encore », disait papa. « Bientôt, on encaissera l'assurance. »« Vous saisissez ce qu'il se passera si vous payez pas ?» grinçait la voix. « Ne vous en faites pas, ces organes lâches », a assuré Pender. Ma vie, pour eux, c'était juste une police d'assurance. Un matin, maman est arrivée avec un café qui avait un drôle de goût amer et poudreux. J'ai fait semblant de boire sous ses yeux, puis j'ai tout versé discrètement dans l'évier. Il tentait d'accélérer ma faim. À ce stade, j'ai décidé de rassembler tout le monde dimanche, prétextant que le staff médical voulait discuter des soins palliatifs. Ils semblaient presque soulagés, loin de se douter qu'il n'y aurait pas d'enterrement pour moi, mais plutôt pour eux. Toute la journée, vautré sur le canapé, j'ai repassé en boucle leurs conversations, tous leurs calculs froids, leurs projets sur mon dos. Cécilia comptait sur les fonds du mariage. Pender planifiait déjà son business. Maman gérait l'assurance comme une liste de courses. L'aube venue, j'ai compris que disparaître ne suffirait pas. Ils étaient allés trop loin, déjà coupables de vrais délits, et si je partais, ils n'auraient aucune limite. Alors, il fallait agir, froidement. Un conseil que Tristan répétait toujours sur le terrain, la différence entre survivre et mourir, c'est de savoir appeler du renfort. J'ai attrapé mon téléphone, suis sorti sur la terrasse, il a décroché en 2 sonneries, et à la seconde où j'ai dit « j'ai besoin de toi », il était déjà réveillé, alerte. Je lui ai tout déballé, le faux cancer, la combine à l'assurance, le prêt douteux, leur allégresse morbide. Il a écouté sans un mot, puis m'a soufflé « documente tout, conversation, texto, papier, reste impassible, ne leur montre rien, et surtout, ne tombe pas dans leur piège.
Il avait ce ton rassurant, précis, celui qui m'avait maintenu en vie sous les tirs. J'ai passé le reste de la matinée à la médiathèque d'une ville voisine, discret, à créer un espace cloud sécurisé sur une adresse email qu'ils ignoraient totalement. J'y ai transféré l'intégralité de mes preuves. L'enregistrement audio où, dans la cuisine, ils débattaient de la meilleure façon de se répartir mes indemnités, la vidéo où Pender se vantait sans gêne de ses faux diplômes, les captures d'écran des messages dans lesquels Cecilia évoquait la salle de réception du mariage. J'ai organisé tout ça soigneusement, un dossier par personne, chaque fichier daté et accompagné de notes explicatives, histoire qu'un procureur puisse reconstituer le puzzle sans rien laisser au hasard. L'employé de la médiathèque m'a observé d'un air soupçonneux lorsque je lui ai posé une question sur la confidentialité de leurs ordinateurs, mais j'ai saisi l'occasion pour sourire, lançant vaguement que je faisais des recherches. De retour à la maison vers 13h, je me suis senti reprendre la main sur la situation, comme si je n'étais plus réduit à une victime attendant sagement qu'on l'achève. Papa m'attendait dans la cuisine, la table couverte de papier, ses lunettes de lecture posées sur le nez, jouant les patriarches irréprochables tout en tramant Dieu sait quoi. Il m'a fait un signe pour que je m'approche, arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, puis il a expliqué d'une voix douce qu'il faudrait que je signe une procuration médicale, rien qu'une formalité pour quelqu'un dans mon état. J'ai sorti mon téléphone, feignant de vérifier mes messages, quand en réalité je lançais l'enregistrement vidéo en orientant discrètement le capteur sur nous et sur les papiers. Mes mains tremblaient un peu au moment de prendre le stylo, mais j'ai fait croire que c'était la faiblesse de ma soi-disant maladie, pas la colère qui bouillonnait en moi. Papa, très posé, m'a expliqué que ce document autoriserait la famille à prendre les décisions médicales à ma place, si jamais je ne pouvais plus communiquer. Son ton si paternel et soucieux que j'en aurais presque été touché. Je l'ai observé tout en signant, et j'ai vu passer sur son visage ce petit éclair de satisfaction qu'il a tenté de masquer, ses épaules qui se relâchaient à peine ma signature posée. Il m'a tapoté le bras en me disant avec gravité qu'il était fier de mon courage, puis il a glissé précautionneusement le document dans une pochette à mon nom. Ce soir-là, alors que je me brossais les dents, j'ai entendu des voix venant du garage. Je me suis approché, retenant mon souffle, l'oreille collée à la porte. Pender était en ligne avec quelqu'un, la voix forte, bravache, cette assurance imbécile qu'ont ceux qui boivent trop et croient avoir tout compris. Il évoquait le pick-up flambant neuf qu'il comptait acheter, rigolant en racontant comment il avait envoyé promener son patron, persuadé que le frère de sa copine allait bientôt les mettre à l'abri. Mais le pire, c'est ce qu'il a révélé ensuite. Ce pauvre type, moi, ne se doutait de rien, alors qu'il préparait en ce coup-là depuis des mois, que tout était acté avant même mon retour de mission. J'ai eu un haut le cœur en saisissant que rien n'avait été laissé au hasard, que ce n'était pas une simple question de profit facile, mais une vraie préméditation. Ils avaient espéré que je crève à l'étranger, et comme j'avais survécu, il n'y avait eu qu'à reporter le plan. J'ai reculé sans bruit, regagnant ma chambre sur la pointe des pieds, puis me suis assis sur le lit, sonné, à digérer ce que je venais d'apprendre. Le lendemain matin, j'ai décidé de les tester, de voir jusqu'où ils poussèrent leur scénario morbide. Pendant le petit déjeuner, j'ai lâché l'air de rien que, selon mon médecin, mes dernières analyses montraient une légère amélioration côté globules blancs, comme si c'était la chose la plus anodine du monde. J'ai vu la tasse de café de maman s'arrêter à mi-chemin des lèvres, un bref éclat de panique sur son visage avant qu'elle ne retrouve son masque inquiet. Elle a reposé sa tasse, tout en précaution, puis elle a glissé que les médecins pouvaient se tromper, que le faux espoir était la pire des cruautés et que je ferais mieux de ne pas trop y croire. Cecilia a embrayé aussitôt, martelant qu'il valait mieux que je me prépare au pire plutôt que d'attendre un miracle qui, soyons honnêtes, ne se produirait jamais. Leur empressement à me voir décliner aurait été grotesque si ce n'était pas glaçant. Plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé le classeur de maman, celui consacré à l'organisation de mes funérailles, grand ouvert sur la table de la cuisine. Elle venait manifestement de le consulter. Je l'ai feuilleté, mâchoire serrée, découvrant tous ces détails méticuleux. Elle avait choisi le cercueil le plus bas de gamme possible, à peine plus costaud qu'une caisse en aggloméré, et opté pour une société de pompes funèbres bon marché. Un mot manuscrit précisait, d'une écriture appliquée, que l'assurance vie paierait directement la facture, histoire qu'il n'ait pas à avancer le moindre sou. Elle avait même anticipé la répartition de la somme restante, dressant de jolies colonnes pour la partager entre elle, papa et Cecilia. Ce soir-là, alors que je me lavais les dents, j'ai entendu des voix dans le salon. Quelqu'un parlait en haut-parleur avec un accent difficile à cerner. J'ai entrouvert la porte. Papa expliquait à son interlocuteur qu'il avait besoin d'un peu de temps, que l'assurance paierait dans 2 mois maximum. La voix, rauque et pesante, probablement venue d'Europe de l'Est, s'est enquise du paiement restant, sur fond de bruit de casino et de machines à sous. L'interlocuteur a murmuré qu'il soupçonnait bien ce qu'il adviendrait en cas de non-paiement. Papa a juré qu'ils auraient l'argent, la voix tremblante, chose que je ne lui connaissais pas. Pandé a rajouté que mes organes lâchaient, qu'il ne me restait plus longtemps, et j'ai compris là que mon père devait de l'argent à quelqu'un de bien plus dangereux qu'une banque. Le lendemain, un événement m'a crispé comme jamais. Maman, qui ne m'avait jamais préparé de café depuis mon retour, est venue m'en servir un sur le canapé, puis a tourné autour de moi pendant que j'en buvais la première gorgée, m'observant d'un œil suspect, trop attentif. Le goût était bizarre, une amertume étrange, qui n'avait rien à voir avec les habitudes maison.
J'ai faim de boire, répondant poliment à ces banalités sur la météo et mon sommeil. Puis, dès qu'elle a disparu, j'ai vidé la tasse dans l'évier, rincé minutieusement. Au fond, il restait un dépôt granuleux, impossible à confondre avec du marc. Quelque chose à moitié dissous. J'ai pris une photo, puis recueilli le résidu dans un petit sachet plastique avant de nettoyer la tasse. Mes mains tremblaient en scellant le sachet que j'ai ensuite caché dans ma chambre. J'ai saisi mon téléphone et envoyé un message à Tristan, les doigts tremblants sur l'écran. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il tentait d'accélérer les choses et que maman avait probablement mis quelque chose dans mon café ce matin. Sa réaction a été immédiate, tout en majuscules. « Sors tout de suite de cette maison et appelle la police. » Je lui ai répondu que je devais aller jusqu'au bout, qu'il fallait absolument qu'il s'enfonce complètement pour que, le moment venu, il ne puisse plus s'en sortir. Cet après-midi-là, je suis parti à la bibliothèque municipale, bien loin d'ici, là où personne ne me connaissait. Je me suis installé discrètement dans un coin tranquille du rayon droit et j'ai commencé à éplucher des ouvrages sur le droit pénal. Les chapitres sur l'escroquerie à l'assurance étaient limpides. Ce que mon père avait fait en contractant ce prêt à partir de mes documents, avec des accès volés, relevait du crime fédéral et il risquait jusqu'à 10 ans de prison. La tentative d'empoisonnement entrait dans la catégorie des agressions aggravées, d'après la législation de notre État, même si la dose n'avait pas été entièrement ingérée. Mais c'est la partie sur la complicité qui m'a glacé. Quiconque est au courant et participe, de près ou de loin, serait poursuivi comme co-auteur. Ça impliquait papa, maman, mais aussi Cecilia et Pender. Ils étaient tous sur la sellette. J'ai pris en photo les articles de loi et j'ai noté à quels actes ils s'appliquaient. En quittant la bibliothèque, j'avais enfin une vue d'ensemble précise sur leur situation catastrophique et sur ce qu'ils s'étaient eux-mêmes infligés. Le lendemain matin, direction une quincaillerie d'une ville voisine, à l'opposé de la précédente. J'y ai acheté 3 petits appareils d'enregistrement cachés dans des objets anodins. Un stylo qui écrivait vraiment mais contenait un micro et une carte mémoire, un chargeur de téléphone classique mais espion, capable d'enregistrer tout ce qui se disait dans un rayon de quelques mètres, et enfin un réveil bon marché qui filmait et enregistrait le son discrètement. Le vendeur n'a rien demandé, a juste scanné mes achats et m'a souhaité une bonne journée. À la maison, j'ai attendu que tout le monde s'éclipse. Papa parti négocier on ne sait quoi, maman chez sa sœur, Cecilia et Pender occupés à visiter des appartements qu'ils n'avaient aucune chance de louer. J'ai placé le stylo sur le plan de travail de la cuisine, là où ils passaient leur temps à discuter, le chargeur derrière le canapé du salon, la pendule sur l'étagère de la salle à manger d'où elle dominait toute la pièce. J'ai minutieusement tout testé avec mon téléphone pour m'assurer de couvrir chaque recoin sans rien laisser au hasard. Ensuite, j'ai appelé une association d'accompagnement pour les personnes en fin de vie, trouvée au hasard sur Internet. Une femme à la voix très douce a répondu et je lui ai expliqué que j'étais en phase terminale et que je voulais rencontrer ma famille en présence d'un tiers pour parler de la fin de vie. Elle m'a transféré vers une assistante sociale, Marguerite, qui m'a posé quelques questions sur ma santé et les délais estimés. Je lui ai dit que les médecins ne me donnaient pas plus de 2 mois et que ma famille refusait de voir la réalité en face. Marguerite a compris, m'a assuré que ces conversations étaient compliquées, mais qu'un soutien extérieur pouvait aider à libérer la parole. On a calé sa venue à la maison pour dimanche à 14h et j'ai insisté sur la nécessité que tout le monde soit présent pour que chacun entende la même chose et comprenne des décisions ensemble. Elle a trouvé ça parfait, m'a dit qu'elle viendrait avec tous les documents nécessaires. Après avoir raccroché, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que je reprenais un peu la main, que je pouvais enfin agir. Dimanche, tout serait mis au jour et enfin, il y aurait un témoin crédible. Ce soir-là, je me suis retrouvé seul dans ma chambre, assis sur le bord du lit à fixer mes mains. C'était bien les miennes. Pourtant, je ne reconnaissais plus vraiment ce qu'elles faisaient. Tendre des pièges, rassembler des preuves, manipuler ma propre famille, même si au fond, ils l'avaient mérité. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de leur ressembler, à devenir froid, calculateur, prêt à tout pour arriver à mes fins. La nausée m'a pris, mais l'image de leur visage à l'annonce de ma maladie m'est revenue. Ces sourires furtifs bientôt effacés par une tristesse de façade, la voix de maman qui parlait des assurances d'essai comme s'il s'agissait d'un gros lot, papa qui mettait ma vie en gage pour ses dettes. Au final, la différence sautait aux yeux. Eux voulaient attirer profit de ma disparition. Moi, j'essayais d'empêcher qu'on me fasse du mal. Ce n'était pas du tout la même chose. J'ai attendu que la maison soit pleine de passages quand tout le monde allait et venait pour appeler anonymement avec un téléphone prépayé acheté à la supérette. J'ai joint la ligne antifraude de leur assurance et expliqué à l'homme au bout du fil que j'avais des informations sur un dossier suspect. J'ai donné mon numéro de police, suggéré qu'il vérifie d'éventuelles anomalies et précisé qu'un prêt suspect avait été contracté, avec des éléments médicaux sûrement trafiqués. Il a voulu connaître mon identité, mais j'ai simplement dit que j'étais quelqu'un d'inquiet, qui estimait qu'une enquête s'imposait. Puis j'ai raccroché avant qu'il insiste. Pas grand-chose, mais c'était suffisant pour forcer l'assurance à creuser dans les papiers de mon père et il finirait bien par trouver tout ce qu'il avait bidouillé. Le lendemain, je suis allé au commissariat et j'ai demandé à voir un inspecteur au sujet d'une possible infraction. L'agent d'accueil a passé un coup de fil et une dizaine de minutes plus tard, un homme d'une 40aine d'années m'a rejoint dans le hall. Il s'est présenté, lieutenant Maurice, et m'a conduit dans un petit bureau exigu.
Il m'a invité à m'asseoir et m'a écouté tout raconter. Le faux diagnostic, la réaction de ma famille, les magouilles pour gruger l'assurance, l'argent emprunté à des gens peu fréquentables et ce café au goût étrange que ma mère m'avait préparé. Je lui ai montré les photos de cette poudre suspecte, en précisant que j'en avais gardé un échantillon sous scellé. Il a tout écouté en silence, griffonnant sur son carnet à spirale jaune. Quand j'eus fini de tout raconter, il a pris le temps de m'observer avant de m'annoncer qu'il pouvait m'aider, mais qu'il fallait bien comprendre qu'on entrait là dans du sérieux. Il faudrait porter un micro et enregistrer chaque échange en direct. Ça ne tiendrait vraiment qu'à condition de coincer la famille la main dans le sac, pas simplement avec les preuves déjà réunies. Je lui ai assuré que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Ce soir-là, j'ai loué un box de stockage à l'autre bout de la ville sous le faux nom que j'avais déjà utilisé pour le Penthouse. J'y ai mis tout ce qui comptait pour moi. La carte grise de ma Mercedes, planquée dans un autre box, mes médailles militaires dans leur coffret, mes vrais dossiers médicaux attestant de ma parfaite santé, mon certificat de sortie de l'armée et le papier de ma promotion, mon dossier bancaire justifiant la prime de 300 000 $. Tout ça bien planqué, loin des regards de la famille, au cas où les choses tournent mal. Sur le chemin du retour, j'ai retenu 3 itinéraires différents pour fuir la maison en urgence, enregistrer le numéro direct de l'inspecteur Maurice sous un faux nom dans mon téléphone, localiser les commissariats les plus proches et estimer le temps pour les rejoindre depuis plusieurs points. Je ne voulais rien laisser au hasard, si jamais ils décidaient de passer à l'action avant dimanche. Le lendemain matin, l'appel d'admission auprès du service d'accompagnement s'est déroulé sans accroc. J'ai rassemblé tout le monde au salon, Marguerite en haut-parleur. Elle s'est présentée, a expliqué qu'elle viendrait dimanche pour une évaluation complète et discuter des modalités d'accompagnement. Elle a posé quelques questions sur mon état de santé et les symptômes observés. Ma mère a su jouer de sa voix au moment parfait pour raconter combien il était dur de me voir décliner. Cecilia a insisté sur l'importance de profiter du temps qu'il nous reste et d'assurer mon confort. Mon père, lui, demandait des détails sur la prise en charge de la douleur, se donnant l'air du papa inquiet, alors qu'au fond, il devait déjà calculer les jours avant d'empocher l'argent. Même Pender y a mis du sien pour affirmer que la famille restait soudée pour me soutenir dans cette épreuve. Ils ont joué la comédie du malheur à la perfection, de quoi tromper n'importe qui ne connaîtrait pas la vérité. Marguerite, émue, a remarqué à quel point l'implication de la famille était rare et précieuse, beaucoup ayant du mal à aborder ce genre de sujet. Quand elle a raccroché, tout le monde affichait un soulagement quasi palpable, comme s'ils venaient de réussir un examen important. J'ai attendu que la maison retrouve son calme avant de passer à l'action. La veille, j'avais imprimé des formulaires trouvés sur un site spécialisé en documents juridiques, des papiers au look super officiel intitulés « Demande d'accès anticipé au capital décès ». Ce sont de vrais formulaires, utilisés par certaines assurances pour que les malades en phase terminale puissent toucher une partie de leur assurance vie plus tôt. J'ai tout bien rempli sauf la signature, puis je les ai glissés dans une chemise laissée bien en vue sur la table de la salle à manger, histoire qu'on ne puisse pas les manquer. J'ai redirigé une de mes caméras discrètement pour filmer la scène pile sur la table. Si quelqu'un s'avisait de falsifier ma signature, je l'aurais sur vidéo. L'appât était lancé. Cet après-midi-là, ma mère s'est approchée de moi, un air soucieux, prétextant vouloir m'aider à organiser mes médicaments, vu le nombre de flacons à gérer. J'ai suivi chacun de ses gestes, tandis qu'elle alignait soigneusement les boîtes sur le plan de travail, les classant par catégorie, heure de prise, expliquant son petit système tout en ordonnant le tout avec minutie. Dès qu'elle s'est éloignée pour aller chercher un bloc-notes, j'ai sauté sur mon téléphone pour tout prendre en photo. Étiquette, dosage, quantité exacte de cachet, rien ne m'a échappé. J'ai tout zoomé pour avoir une preuve claire du contenu d'origine. Elle est revenue, a terminé de tout ranger et même allé jusqu'à faire un planning détaillé pour chaque prise. Elle semblait ravie d'elle-même, persuadée de me rendre service. Je l'ai remerciée, lui disant que ça allait vraiment me simplifier la vie. Elle m'a serré l'épaule avant de lâcher. C'est ça la famille, on prend soin des siens. Des mots qui auraient pu me toucher si je n'avais pas connu la vérité sur ce qu'elle avait déjà tenté de verser dans mon café. 2 jours plus tard, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu mon père revenir avec le courrier. Il est entré, une grosse enveloppe à la main affichant le logo de l'assurance. Je l'ai surveillé, caché derrière la porte pendant qu'il l'ouvrait et commençait à lire. Son visage est passé en quelques secondes de l'incompréhension au blanc, puis carrément rouge écarlate. Il a appelé maman et Cecilia pour les rassembler autour de la table, tandis que je restais en retrait. Il a lu la lettre à voix haute, la voix hésitante. L'assurance annonçait un audit du dossier, bloquant tout accès au capital le temps de l'enquête. Il demandait des explications concernant la demande de prêt et voulait double-checker certaines infos médicales. La réaction n'a pas tardé. Papa s'est mis à hurler contre le timing, persuadé que tout tombait à l'eau. Ma mère, en larmes, répétait qu'ils avaient déjà dépensé un argent qu'ils n'avaient même pas encore. Cecilia a fondu sur Pender, lui reprochant d'avoir poussé papa à aller trop vite. Pender, piqué au vif, l'a renvoyée dans ses cordes en affirmant que c'était elle qui voulait précipiter les choses. Ça a tourné à la passe d'armes pendant 20 minutes.
chacun rejetant la faute sur l'autre, alors que je captais tout discrètement avec mon téléphone. Lorsqu'ils se sont un peu calmés, papa a juré qu'il allait appeler l'assurance pour tenter d'arranger le coup. Et maman n'a pas manqué de rappeler qu'il allait falloir mesurer chaque mot parce qu'un audit cherche toujours à débusquer des fraudes. Le soir, au dîner, l'ambiance était glaciale, personne n'osait parler, et papa ne quittait pas son téléphone des yeux, comme s'il craignait à chaque seconde de recevoir le coup de fil de sa vie. Nous achevions à peine la moitié du repas quand son téléphone s'est mis à sonner, et dès qu'il a vu le numéro, il s'est tendu d'un coup. Il a activé le haut-parleur, posé le téléphone sur la table, et même depuis le salon, j'entendais tout sans la moindre difficulté. À l'autre bout du fil, une voix, marquée par un accent prononcé, se mêlait au brouhaha d'un casino. On devinait tout de suite l'ambiance. L'homme a tout de suite été direct. Il voulait savoir où était son argent. Papa a tenté de lui expliquer l'histoire de l'audit et le retard que ça entraînait, mais il a été coupé net. L'autre réclamait 50 000 $ pour la semaine suivante, pas question d'attendre davantage. Papa a tenté de gagner un peu de temps, mais la voix s'est glacée et a lancé une menace à peine voilée. S'il n'avait pas la somme pour vendredi, il saurait se rembourser autrement. Papa a promis que l'argent de l'assurance ne tarderait plus, que c'était juste une question de jours, et que tout s'arrangerait. L'homme a raccroché sans un mot de plus, même pas un au revoir. J'ai vu les mains de papa trembler alors qu'il récupérait son téléphone, et quand maman lui a demandé qui venait d'appeler, il s'est contenté de secouer la tête, sans un mot. Le lendemain matin, en arrivant dans la cuisine pour le petit déjeuner, je les ai trouvés tous déjà rassemblés autour de la table. Je me suis installé et, l'air de rien, j'ai glissé que j'avais eu un rendez-vous médical la veille. D'un coup, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai expliqué que mon oncologue avait évoqué un essai clinique qui pourrait peut-être me faire gagner 6 mois, voire 1 an, si tout se passait bien. J'ai guetté leur réaction, et c'est maman qui a ouvert le bal. Tu sais, les essais cliniques, ça comporte des risques, on se fait parfois de faux espoirs. Papa a renchéri, ajoutant qu'un traitement expérimental pouvait gâcher mes derniers instants au lieu de m'apaiser. Cécilia a pris le relais en me conseillant de penser à la qualité de vie plutôt qu'à la quantité. Puis Pender a lâché que ces essais n'étaient au fond que des expériences sur des cobayes, vouées à échouer pour la plupart. Ils parlaient tous, chacun essayant de me convaincre d'abandonner cette idée. Je les ai écoutés quelques minutes avant de leur promettre que j'y réfléchirais, et j'ai bien vu le soulagement sur leur visage. Après le petit déjeuner, j'ai pris le récipient scellé avec le résidu de café et traversé la ville jusqu'à un laboratoire. J'y ai expliqué à la technicienne que je soupçonnais une tentative d'empoisonnement et que j'avais besoin d'analyser ce qu'il restait dans la cafetière. Elle a affiché un air inquiet, m'a demandé si je courais un danger immédiat. Je l'ai rassurée. Ce que je voulais, c'était juste une preuve de la composition du café. Elle m'a confirmé qu'il pouvait en faire une analyse toxicologique complète. J'ai ajouté que le détective Maurice avait envoyé un formulaire de chaîne de possession qu'elle a vite retrouvé sur son ordinateur avant d'approuver d'un hochement de tête. Ce document garantirait que les résultats aient valeur juridique, au cas où. Elle a étiqueté le récipient, m'a remis un reçu, ajoutant que les résultats arriveraient sous 3 à 5 jours ouvrés. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Tristan. Il n'a pas perdu de temps avec les politesses. Avant d'aller plus loin, il faut absolument que tu prennes un avocat. Je me suis mise à protester, mais il m'a aussitôt coupé. Même si tu es la victime, avoir menti sur ta maladie peut t'apporter des ennuis, juridiquement parlant. Il te faut quelqu'un pour défendre tes intérêts. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais qu'engager un avocat tout de suite risquerait d'alerter la famille. Il m'a traité d'idiote, d'entêté, et nous nous sommes accrochés un moment. Il n'a lâché qu'une fois que j'ai promis de noter quelques noms d'avocats, histoire de lui donner la paix. Ce soir-là, maman m'a rejointe dans ma chambre pour me proposer de m'aider à gérer mes médicaments. Selon elle, avec toutes ces pilules et toutes ces posologies, ce devait être déroutant. J'ai reconnu que oui, ce serait vraiment utile. On est descendus à la cuisine, elle a mis de l'ordre dans tous les flacons, classé chaque médicament selon l'heure à prendre, puis elle a rédigé un planning détaillé. Avant qu'elle ne touche trop aux boîtes, j'ai profité d'un instant pour tout photographier avec mon téléphone. Gros plan sur les étiquettes, sur les comprimés, pour que rien n'échappe à l'objectif. Quand maman s'est éloignée chercher un stylo, j'en ai profité pour reprendre encore quelques clichés. Une fois le tout organisé, je l'ai remerciée en lui disant que ça allait vraiment me faciliter la vie. Dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai refait un passage pour prendre des photos supplémentaires. Ensuite, j'ai vérifié chaque boîte sur Internet pour m'assurer que le contenu correspondait bien aux étiquettes. Tout avait l'air conforme pour l'instant, mais je ne voulais rien laisser au hasard. Le lendemain, le détective Maurice m'a appelé pendant que je faisais des courses. Il m'a expliqué que l'inspectrice d'assurance, Evelyne, venait de finir de passer au crible la demande de prêt de papa. Elle avait découvert que papa avait menti sur ma maladie, avait accédé sans droit à mon espace assurance en ligne et rempli la demande avec de fausses informations sur mon état de santé et la durée du traitement. De quoi ouvrir une enquête pour fraude. Mais il voulait consolider le dossier en réunissant plus de preuves sur le réseau impliqué, pas juste papa. Le détective m'a demandé si j'avais noté d'autres choses louches. Je lui ai raconté l'appel de l'usurier et l'attitude de papa, qui montrait bien qu'il était terrorisé. Il a salué l'info, m'a encouragé à tout documenter méticuleusement. Il a ajouté qu'ils avaient enregistré mon échantillon de café, surveillaient les achats de la famille, somnifères ou autres substances, et m'a demandé si j'avais vu l'un d'eux à la pharmacie
ou faire des achats suspects. Je me suis rendu compte que, trop concentré à écouter et enregistrer leurs conversations, j'avais négligé d'observer concrètement ce qu'ils faisaient. Il m'a conseillé de commencer à surveiller leurs déplacements et achats. 2 jours avant dimanche, une voiture noire s'est arrêtée pile devant la maison. Un homme en costume impeccable en est descendu, il s'est avancé jusqu'à la porte. Papa, qui était au salon et venait de le voir par la fenêtre, a viré au blanc. Il nous a dit de rester à l'intérieur, puis il est sorti sur le perron. Je me suis discrètement mise près de la fenêtre pour observer sans risquer d'être vue. L'homme discutait avec papa, lequel hochait la tête d'un air résigné tout en sortant son portefeuille. Papa a tendu quelques billets, mais à en juger par l'air contrarié de l'homme, ce n'était clairement pas suffisant. Le ton est vite monté, et l'homme a plusieurs fois planté son doigt sur la poitrine de papa. Après son départ, papa est resté un long moment sur le perron, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'il a fini par rentrer, il avait l'air d'avoir pris 10 ans d'un coup. Il tremblait, ruisselant de sueur alors qu'il ne faisait même pas chaud. Ce jour-là, j'ai décidé de brusquer un peu les choses. Je me trouvais dans la cuisine, un verre d'eau à la main, quand je me suis laissé tomber volontairement, simulant un malaise. J'ai pris soin d'haleter comme si j'étouffais, et j'ai gardé les paupières mi-closes pour pouvoir observer leurs réactions. Toute la famille s'est précipitée autour de moi. Derrière mes cils, j'ai aperçu leur visage. J'ai entendu Pender souffler tout bas. Enfin, à peine perceptible. Cecilia lui a glissé de se taire. Maman, glaciale et méthodique, a demandé s'il fallait appeler les secours ou attendre de voir. Papa, lui, a suggéré qu'on pouvait bien patienter 1 minute pour voir si je me remettais toute seule. Ils sont restés là à me regarder lutter pour reprendre mon souffle et j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Finalement, maman a ordonné à Cecilia d'aller me chercher de l'eau. J'ai attendu que ma respiration se calme avant de rouvrir complètement les yeux. Immédiatement, ils se sont précipités pour m'aider à me relever, me demandant ce qui s'était passé. J'ai prétendu que j'avais eu des vertiges soudains. Pour maman, c'était sans doute la maladie qui avançait et il me fallait plus de repos. Ils m'ont installé sur le canapé avec de l'eau et des coussins, jouant la famille inquiète, tandis que dans leur dos, je repensais à ce que je venais d'entendre alors qu'ils me croyaient inconsciente. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné de bonne heure. C'était le détective Maurice. Pour être tranquille, je me suis éclipsé sur la terrasse. Il est allé droit au but concernant l'échantillon de café que je lui avais confié. Le labo avait détecté des somnifères pilés dans les résidus en quantité suffisante pour que, combiné à d'autres médicaments ou à un organisme vraiment affaibli, ça tourne très mal. Pour lui, c'était une preuve solide de tentative d'empoisonnement qui, ajoutée à la fraude à l'assurance, suffisait à constituer un dossier en béton contre toute la famille. Mais il lui fallait que la réunion de dimanche ait lieu, avec tout le monde réuni, et des témoins capables de raconter ce qu'ils avaient vu et entendu. Je lui ai dit que j'avais compris et demandé ce que je devais faire d'ici là. Il m'a conseillé d'adopter un comportement normal, de continuer à noter tout ce qui me paraissait suspect et de rester sur mes gardes. Vers midi, j'ai reçu un appel d'Evelyne, de l'assurance. Elle avait fouillé dans leur système et retrouvé l'historique des connexions à mon espace personnel. L'ordinateur portable de papa apparaissait à des heures qui prouvaient qu'il s'était connecté à ma place. C'est lui qui avait fait la demande de prêt en y joignant de faux documents médicaux pour aggraver mon cas aux yeux du service. Elle a confirmé que la fraude était évidente et qu'elle travaillait main dans la main avec le détective Maurice pour mettre tout en place avant l'affrontement de dimanche. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché, partagé entre le soulagement et une tristesse amère vis-à-vis de mon propre père. Plus tard, en passant devant le bureau, j'ai jeté un œil à l'ordinateur familial, toujours ouvert sur la session de Cecilia. Ces messages s'affichaient, et mon estomac s'est noué en lisant un échange qu'elle avait eu avec Pender 2 jours plus tôt. Elle lui demandait comment accélérer les choses et si son cousin infirmier pouvait fournir autre chose que des somnifères. Pender voulait des précisions sur ce qu'elle entendait par « quelque chose de plus fort », et Cecilia avait écrit « quelque chose qui fasse naturel, genre une crise cardiaque ou un AVC ». J'ai eu la nausée en réalisant que ma propre sœur montait un plan pour me faire disparaître. J'ai immédiatement pris des captures d'écran de toute la conversation et les ai envoyées à Maurice, les mains encore tremblantes. Sa réponse a été immédiate. C'était exactement ce qu'il fallait, et il m'a exhorté à redoubler de prudence. J'ai passé la fin de la journée à tout organiser avec lui pour piéger la famille le samedi suivant. On a programmé la livraison d'une enveloppe officielle à mon nom, contenant un faux chèque d'assurance. Le chèque avait l'air on ne peut plus crédible à qui ne regardait pas trop et nécessitait ma signature pour être encaissé. Maurice comptait sur le fait que quelqu'un chercherait à falsifier cette signature pendant que la scène serait filmée. J'ai placé mon téléphone sur l'étagère du salon, la caméra bien orientée vers la porte d'entrée et la table à courrier, histoire de ne rien rater. Le vendredi matin, j'ai téléphoné aux soins palliatifs pour parler à Marguerite. Elle avait rendez-vous dimanche à 14h pour la consultation. Elle m'a demandé si elle devait être au courant de quelque chose avant, et je lui ai expliqué qu'il existait quelques tensions familiales à cause de ma maladie, que je préférais qu'une professionnelle neutre soit là pour encadrer les discussions délicates sur la fin de vie. L'histoire semblait crédible, elle n'a pas posé de questions et m'a assuré avoir déjà géré des situations familiales bien plus tordues. Elle avait l'air douce et compétente, et j'ai ressenti une légère culpabilité à l'idée de l'impliquer là-dedans.
Samedi matin, j'ai fait tout un numéro pour montrer que j'étais épuisé, insistant pour aller faire la sieste dans ma chambre. J'ai ouvert le flux vidéo de la caméra sur mon téléphone, bien caché sous la couette, et j'ai observé le salon. Comme on s'y attendait, le livreur est venu déposer l'enveloppe sur le perron. J'ai vu Pender ouvrir la porte, prendre l'enveloppe, la regarder puis appeler Cecilia. Ils l'ont ouverte tous les deux, devant la table à courrier. J'ai vu Pender découvrir le faux chèque, et son visage s'illuminer de convoitise. Il a attrapé un stylo et quelques feuilles, dans le tiroir, et s'est mis à recopier ma signature encore et encore. Après une dizaine d'essais, il a consciencieusement imité ma signature au dos du chèque, sur la ligne prévue à cet effet. Toute la scène a été filmée en haute définition. J'ai aussitôt sauvegardé le fichier et transmis une copie à l'inspecteur Maurice, qui m'a répondu d'un simple pouce levé en ajoutant que c'était un cas classique d'usurpation d'identité. Ce même après-midi, papa est venu me retrouver dans la cuisine, l'air grave. Il m'a fait asseoir à la table, sorti un formulaire et m'a expliqué calmement qu'il s'agissait d'un ordre de non-réanimation, un document destiné à éviter que les médecins ne tentent quoi que ce soit si mon cœur venait à s'arrêter, pour m'épargner des gestes médicaux pénibles et probablement inutiles. Il parlait avec une telle douceur, presque attentionnée, que si je ne savais pas mieux, j'aurais pu croire qu'il se préoccupait vraiment de mon bien-être. J'ai signé le document sans sourciller, mais en réalité, j'avais préparé une version à moi, visuellement identique, mais piégée, qui enregistrerait discrètement toutes les modifications. J'ai vu papa relâcher la pression, presque soulagé, avant de me tapoter la main comme si de rien n'était. Plus tard, alors que je traînais dans la salle de bain, j'ai capté sa voix dans le couloir. Il négociait par téléphone, réglant les derniers détails d'un remboursement, demandant à son interlocuteur de venir dimanche vers 14h30. Et là, j'ai compris. Il avait planifié la visite du prêteur pile à l'heure du rendez-vous de soins palliatifs. Ces gens-là étaient dangereux. Ils l'avaient déjà menacé. Et maintenant, ils allaient débouler au moment même où la police comptait intervenir. J'ai patiemment attendu qu'il aille se coucher. Puis, paniqué, j'ai téléphoné à Tristan en lui confiant que j'envisageais de tout balancer en ligne, de rendre l'affaire publique au lieu d'attendre sagement dimanche. Il m'a laissé évacuer ma colère un instant, puis avec la tranquillité qui le caractérise, il m'a rappelé qu'un scandale public dès maintenant ne ferait qu'alerter la famille, leur laissant tout le loisir de faire disparaître les preuves. Il m'a conseillé de faire confiance à la justice, même si c'était effrayant, même si j'avais l'impression que tout m'échappait. Il a souligné que l'inspecteur Maurice gérait déjà des dossiers autrement plus corsés et qu'il savait ce qu'il faisait. Quand on a raccroché, je me sentais un peu plus solide sur mes appuis, mais j'ai quand même passé une nuit blanche. Dimanche matin, debout aux aurores, j'ai pris la voiture direction un cabinet de notaire loin du quartier. J'avais monté un vrai testament de vie, cette fois avec un exécuteur impartial, extérieur à la famille. Le notaire a supervisé la signature, a vérifié que tout était limpide pour moi et a authentifié les documents en bonne et due forme. J'ai expliqué que mes signatures précédentes avaient été extorquées sous la pression et que je voulais cette fois que mes volontés soient irréprochables. Une fois les documents certifiés entre mes mains, j'ai filé au box de stockage planqué les originaux dans mon coffre, puis, par sécurité, j'ai envoyé des copies numériques à l'inspecteur Maurice pour établir une traçabilité, histoire d'être couvert quoi qu'il arrive aujourd'hui. À la maison, seul dans le salon, je me suis retrouvé face à l'étagère où maman rangeait les vieux albums photos. J'en ai sorti un, le plus ancien, et l'ai feuilleté sur la table basse. Anniversaire de mes 7 ans, gâteau maison, guirlande bricolée. Noël en pyjama assorti, choisi par maman, pour immortaliser l'instant. Vacances à la mer, papa m'apprenant à bâtir des châteaux de sable pendant que Cecilia me recouvrait les pieds, morte de rire. Je passais les pages au ralenti, cherchant dans chaque sourire, dans chaque accolade, des indices sur ce que nous étions devenus. Pourtant, tout paraissait authentique. Papa posait fièrement la main sur mon épaule le jour du diplôme. Il ne semblait ni déçu, ni distant. J'ai senti le chagrin me submerger, le chagrin de perdre des gens qui, au fond, n'avaient jamais vraiment existé. Ou alors, ils étaient épartis si peu à peu que je n'ai même pas perçu le moment où ils ont cessé d'être ma famille. Ces visages familiers me paraissaient soudain étrangers. J'ai refermé l'album et l'ai remis à sa place, en acceptant que ce que nous étions avait disparu bien avant mon retour de mission. Mon téléphone a vibré. L'inspecteur Maurice. J'ai décroché. Il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a expliqué que, malgré ma coopération et mon statut évident de victime dans cette histoire, le fait d'avoir menti sur ma maladie pouvait me coûter cher devant la justice. L'assurance pouvait me poursuivre pour fraude, et si un dossier médical était ouvert, le parquet pouvait même s'en mêler. Impossible de me garantir une immunité. Il fallait que je sache à quoi je m'exposais. Je lui ai répondu que j'avais parfaitement compris et que j'acceptais ce risque, persuadé qu'il valait mieux tout dénoncer plutôt que de me taire pour me protéger. Il a acquiescé et m'a rappelé que tout était calé pour l'après-midi, que je devais garder mon sang-froid et laisser faire. Je raccroche. Il est déjà presque 13h. À ce moment-là, la sonnette de la porte retentit. J'entends maman ouvrir. Un livreur lui tend une lettre recommandée à signer. Je sors dans le couloir et je vois son visage se décomposer en lisant l'expéditeur. D'un geste fébrile, elle arrache l'enveloppe. Ses mains se mettent à trembler en parcourant le courrier. L'assurance y annonçait officiellement qu'une enquête pénale pour fraude était ouverte sur mon dossier et que toutes les prestations étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Maman recule, chancelle.
Papa accourt, inquiet, depuis la cuisine, lui demande ce qui se passe. Sans un mot, elle lui tend la lettre. Le visage de papa passe soudain de l'incompréhension à la colère, puis à la terreur, en un éclair. Cecilia dévale l'escalier, interloquée par le vacarme, Pender sur ses talons. Papa lit la lettre à haute voix, mais sa voix se brise à chaque phrase. Enquête criminelle, escroquerie, gel des prestations, poursuite. Ces mots tournent dans l'air comme une odeur de brûlé. Et là, tout explose. Papa se retourne contre maman, vocifère en l'accusant d'être la seule responsable, de l'avoir poussée à prendre ce crédit, qu'il n'aurait jamais fait ça si elle n'avait pas passé son temps à parler de tout cet argent qu'on allait toucher. Maman riposte en criant que c'est la faute de Cecilia, que c'est elle qui montait des projets et dépensait l'argent avant même de l'avoir, que c'est elle qui a tout déclenché. Cecilia s'est effondrée en larmes, criant que c'était Pender qui avait laissé tomber son travail, que c'était lui qui répétait sans arrêt que je ne passerais pas l'hiver. Alors à quoi bon patienter? Pender s'est rapproché de papa et lui a balancé que c'était lui qui avait emprunté de l'argent à des types qu'il valait mieux éviter, lui qui avait falsifié ma signature, et tout ça pour au final mettre tout le monde dans cette galère. Ils tournaient en rond, se lançant la faute comme une balle de ping-pong, leur voix montant dans les aigus et se faisant plus dure. Je suis resté planté sur le seuil, à les regarder s'arracher en morceaux, invisibles au milieu de leur chaos. Ils étaient tellement absorbés par leurs attaques qu'ils semblaient complètement oublier que j'étais là. La dispute a duré bien 10 minutes avant que tout ne retombe. 1 minute, tout le monde haletait, le visage écarlate. Cette fois, Cecilia pleurait pour de bon, fini les larmes de théâtre qu'elle sortait chaque semaine. Maman s'est pris la tête dans les mains. Papa, lui, c'est comme s'il avait pris 20 ans d'un coup. Je me suis entendu proposer, sans trop savoir pourquoi, de vendre ma voiture pour aider à couvrir une partie de leurs dettes. C'est sorti sans réfléchir, et je n'avais aucune idée si c'était sincère ou juste une énième imitation de bonne fille. L'espace d'un instant, ils m'ont tous regardé autrement, comme si j'étais vraiment de leur sang, plus seulement une tirelire sur pattes. Cecilia m'a prise dans ses bras et, brièvement, j'ai retrouvé ma sœur d'avant, celle qui me faisait des nattes pour s'entraîner avant l'école de coiffure. Mais papa a demandé d'un ton sec combien valait la voiture. J'ai dit, peut-être 30 000. Je l'ai vu faire tourner les chiffres dans sa tête, espérant sans succès que ça couvrirait toutes leurs dettes. Son visage s'est fermé quand il a compris que ça ne suffirait jamais. Maman, sans même relever la tête, a demandé si j'avais autre chose à vendre. Pender, lui, a suggéré que je pouvais peut-être débloquer ma retraite militaire en avance. En quelques secondes, les anciens réflexes ont repris le dessus. J'étais redevenu un actif à liquider. J'ai prétexté la fatigue, affirmé que j'avais besoin de m'allonger un peu avant que la personne de l'hospice n'arrive à 14h, évoquant une faiblesse soudaine, comme s'ils avaient besoin de cette excuse pour ne pas m'accorder d'attention. Je suis montée dans ma chambre en silence. Personne n'a bronché. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille sur la commode, puis je suis passé discrètement par la porte de derrière, alors qu'ils continuaient de se disputer dans le salon, voix plus basse. J'ai filé en voiture jusqu'à mon appartement sous les toits, pas tranquille tant que j'étais sûr de ne pas être suivi. J'ai passé l'heure suivante à installer des serrures de sécurité supplémentaires sur la porte et aux fenêtres, ranger mon espace de vie comme je ne l'avais jamais fait. Les vêtements dans l'armoire, mes affaires personnelles sur les étagères, le lit refait avec des draps dignes de ce nom, au lieu du système de fortune du début. J'avais enfin l'impression d'être chez moi pour de bon. Avant de repartir, j'ai préparé un pilulier avec des vitamines dans la salle de bain, puis collé dessus, grâce à l'étiqueteuse, de faux noms de médicaments qui auraient pu passer pour un traitement contre le cancer. Je suis retourné à la maison familiale et laissé discrètement le pilulier sur la table de nuit, là où il ne manquerait pas de le remarquer, qu'il croit que je continuais mes traitements, qu'il pense que tout était normal. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté ma messagerie sécurisée. Le détective Maurice m'avait transmis un message qu'il avait intercepté sur le téléphone de l'usurier, lundi 14h30. Viens avec du liquide ou des garanties. Pas de doute, tous les rendez-vous se télescopaient. L'usurier allait débarquer en plein pendant la réunion de l'hospice, au même moment que l'audit de l'assurance. Maurice avait ajouté une note. Ses équipes seraient prêtes à gérer plusieurs situations à la fois, que je n'avais pas à m'inquiéter pour les types louches qui risquèrent de débarquer. Ils seraient là pour s'en occuper. J'ai refermé l'ordinateur, le cœur battant la chamade. Tout se jouait dans quelques heures. J'ai pris mon téléphone pour appeler l'assistante sociale de l'hospice. Elle a décroché dès la deuxième sonnerie, je me suis présenté, j'ai rappelé le rendez-vous à 14h. Je lui ai glissé que l'ambiance promettait d'être électrique, qu'il valait mieux qu'elle sache qu'il y avait de graves tensions financières. Elle m'a remercié pour la prudence, affirmé qu'elle avait l'habitude des familles en crise. Elle m'a assuré que sa priorité était de garantir un dialogue constructif, que chacun ait la possibilité de s'exprimer. J'ai raccroché, un peu rassuré de savoir qu'elle savait où elle mettait les pieds. Presque aussitôt, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était l'enquêtrice de l'assurance qui confirmait son arrivée à 14h15 pour un entretien avec papa, soit juste après le début de la réunion familiale. Je lui ai dit que c'était parfait, redonné l'adresse. Elle m'a répondu qu'elle était bien décidée à tirer cette histoire au clair, précisant que les fraudes de ce genre étaient prises très au sérieux chez eux. Je sentais toute la détermination dans sa voix et je savais que papa allait passer un sale quart d'heure. Une fois la conversation terminée, je suis resté un moment à contempler la ville par la fenêtre, songeant à tout ce qui se préparait. Maurice et ses équipes tapis
dehors, l'assistante sociale prête à dégainer ses questions, l'enquêtrice sur le pied de guerre, l'usurier sur le point de frapper à la porte. Tout allait se jouer là, en même temps, avec ma famille en plein centre de la tempête. Le soir venu, j'ai installé mon téléphone sur un trépied et commencé à enregistrer une vidéo. Regardant la caméra droit dans l'objectif, j'ai tout raconté depuis le début. Le mensonge sur ma maladie, parce que je sentais leur déception quand je revenais en vie, ce que j'ai entendu le soir où ils imaginaient déjà comment dépenser l'argent de mon décès, le crédit souscrit par papa, les faux diplômes dont Pender se vantait, la licence de Cecilia qu'elle avait fini par jeter, comment maman avait tenté de m'empoisonner avec du café, leur choix d'un funérarium au rabais. J'ai tout avoué, mes propres mensonges, mes manigances, la manière dont j'avais contribué à leur plan tout en documentant tout soigneusement. J'ai expliqué que je n'avais aucunement l'intention de me poser en victime ou en héroïne, et j'ai reconnu toute la complexité morale de mes actes, la façon dont j'avais dû les berner, alors qu'eux-mêmes cherchèrent déjà à m'effacer de leur vie. J'ai évoqué toutes les zones d'ombre, toutes les interrogations qui me restaient sur ce que j'étais devenu et sur le risque d'avoir fini par ressembler à ce que je redoutais. La vidéo a duré près d'une demi-heure. À la fin, la gorge serrée, les yeux me brûlaient. J'ai stoppé l'enregistrement et sauvegardé le fichier à 3 endroits différents. Si jamais ça tournait mal le lendemain, si les usuriers me prenaient pour cible, ou si ma famille tentait un coup désespéré, au moins il resterait une preuve, une trace de la vérité. J'ai mis la vidéo sur 3 clouds distincts, verrouillé mon téléphone, et mes mains tremblaient encore d'avoir tout mis à plat à voix haute. Je me suis levé pour aller jusqu'à la fenêtre, regarder les lumières de la ville. Le lendemain, à la même heure, tout serait joué, quelle qu'en soit l'issue. Dans ma chambre, j'ai trouvé un vieux cahier à spirale comme ceux du lycée. Sur la première page, j'ai noté la première question que je voulais poser, une phrase assez banale à propos de leur projet après mon départ. Mais ça sonnait trop évident, comme si je cherchais à les piéger. Alors j'ai rayé et recommencé, tentant de formuler ça comme un homme condamné inquiet pour sa famille. J'ai noirci 5 versions avant d'en retenir une qui semblait naturelle. Puis, je me suis attelé aux questions d'argent. Comment aborder le sujet du prêt sans laisser paraître que je savais que c'était une magouille? Comment glisser le mot sur l'assurance vie pour qu'il se dévoile? J'ai rempli 4 pages de formules, de tournures différentes, de stratégies pour les pousser à se trahir. Quand j'ai terminé, il était presque minuit et j'avais mal à la main. J'ai tout relu une dernière fois, mémorisé les formulations les plus convaincantes, puis j'ai arraché les pages et les ai passées à la déchiqueteuse. Pas question que qui que ce soit tombe sur mes brouillons. J'ai programmé 3 réveils pour 6 heures et tenté de dormir. Allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond, j'ai ressassé tous les scénarios. Et s'ils flairèrent le piège avant que la police ne débarque? Et si l'usurier arrivait plus tôt et que tout parte en vrille? Et si maman avait glissé pire que des somnifères dans mon café? Si j'avais vraiment été empoisonné? Impossible de débrancher mon cerveau. Je vérifiais mon téléphone toutes les 20 minutes. Vers 3 heures du matin, j'ai fini par sombrer pour quelques heures. À 6 heures, au premier réveil, j'ai jailli du lit le cœur battant la chamade et les mains tellement fébriles que j'ai eu du mal à éteindre l'alarme. Assise au bord du matelas, cherchant mon souffle, la poitrine serrée, la vue qui se troublait, j'ai appelé Tristan avec une main tremblante. Il a décroché à la 2e sonnerie, totalement réveillé malgré l'heure. J'ai tenté de lui dire que je n'y arriverais pas, mais mes mots sortèrent de travers. Respire en comptant jusqu'à 4. Bloque, expire sur 4 temps, m'a-t-il dit calmement. Je l'ai écouté, et au bout de quelques minutes, la brume s'est dissipée. Il m'a rappelé que je faisais tout ça pour me protéger, que ma famille avait essayé de m'empoisonner, que le choix venait d'eux. Tu as du cran de leur résister au lieu de simplement te barrer, a-t-il ajouté. Prends une douche, habille-toi et appelle-moi si besoin. Je l'ai remercié avant de raccrocher. Je suis resté encore 10 minutes assis, à inspirer profondément, puis j'ai filé sous la douche et laissé couler l'eau chaude jusqu'à ce que la tension retombe un peu. À 9h30, j'ai pris la voiture pour l'étude notariale à l'autre bout de la ville. L'accueil était assuré par une dame d'une 60aine d'années, les lunettes pendues à une chaînette autour du cou. Je lui ai expliqué que je voulais révoquer certains actes signés. Elle a sorti les bons formulaires et m'a demandé ce que je souhaitais annuler. Je lui ai tout détaillé. La procuration que mon père m'avait fait signer, l'autorisation médicale, tout. Elle a rédigé l'acte de révocation à l'ordinateur et m'a fait signer à 3 endroits sous son regard. Elle a ensuite tamponné, établi des copies certifiées conformes. J'en ai demandé 5, faites dans la foulée. J'ai réglé en espèces et elle m'a remis les documents dans une chemise cartonnée. Je l'ai remercié et suis retourné à la voiture où je me suis dépêché de tout scanner et d'envoyer aussitôt les fichiers par email au détective Maurice, avec un message pour le prévenir que les originaux étaient en route. Puis passage à la poste pour envoyer la chemise en recommandé avec accusé de réception. Désormais, il y avait une preuve officielle que ma famille n'avait plus aucun pouvoir de décision me concernant, qu'il s'agisse de santé ou d'autre chose. Je suis rentré chez mes parents à 11h45, la gorge nouée, mais je suis passé par la porte d'entrée comme si tout était normal. Maman préparait le déjeuner et m'a demandé si je voulais manger. « Je n'ai pas faim », ai-je répondu. Papa était devant la télé, Cecilia et Pender à l'étage. Je suis monté dans ma chambre pour attendre. À midi pile, j'ai vu une voiture se garer. Par la fenêtre, j'ai reconnu le détective Maurice descendant d'une banale berline, Jean et Polo,
Impossible de deviner son métier. Je suis allé ouvrir avant que personne ne le remarque. Il m'a suivi dans ma chambre où il a refermé discrètement la porte, puis a sorti un petit appareil de sa veste, une sorte de micro relié à un fil. Il m'a demandé d'enlever mon t-shirt, a collé le micro sur ma poitrine, passé le fil jusqu'à un petit émetteur à la ceinture, puis m'a montré comment l'allumer et l'éteindre. Il a rappelé les consignes. Si tu prononces le mot hôpital, on intervient tout de suite. Si la situation dérape, on est juste devant. On entre en quelques secondes. Il m'a conseillé de rester autant que possible dans le salon principal, là où il pourrait garder la maison à l'œil à travers les fenêtres. « C'est bon pour toi ?» J'ai acquiescé. Il a testé le micro en me demandant de compter jusqu'à 10, puis m'a serré brièvement l'épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Il est passé par la porte de derrière et je l'ai regardé s'éloigner calmement dans la ruelle, rejoignant sa bande. À 13h30, j'ai annoncé à la famille que l'auxiliaire de vie serait là à 14h. Immédiatement, maman s'est mise à ranger le salon, papa a enfilé sa plus belle chemise, Cecilia est descendue les yeux rougis par des larmes sans doute provoquées à dessein, et Pender arborait une cravate, chose rarissime chez lui. Chacun jouait son rôle à la perfection. À 14h pile, le carillon a retenti. Je suis allé ouvrir et suis tombé sur Marguerite, debout sur le seuil, une chemise en cuir sous le bras et un sourire plein de douceur. Elle devait avoir la cinquantaine, les cheveux foncés légèrement striés de gris. Je l'ai présentée à tout le monde. Elle a serré chaque main avec sérieux avant de prendre place dans le fauteuil et sortir ses papiers. Lorsqu'elle m'a interrogé sur mon diagnostic, « Depuis quand êtes-vous malade? Quels symptômes ressentez-vous » J'ai récité avec aplomb les signes fictifs dont je me plaignais depuis le début de cette mascarade. Elle a abordé la question des soins et, soudain, ma famille s'est jetée dans la conversation, chacun cherchant à paraître plus attentionné que les autres, se coupant la parole à tout va. Maman a exposé minutieusement le planning des médicaments qu'elle avait instauré, papa s'est vanté d'avoir pris des congés pour veiller sur moi, et la voix de Cecilia s'est brisée quand elle a parlé de son envie de rendre mes derniers mois importants. Je les voyais mentir sans broncher aux yeux de cette femme, et j'en avais la nausée. Marguerite notait tout soigneusement, hochait la tête, puis questionnait sur la gestion de la douleur ou les éventuelles difficultés à me déplacer. Tout ce temps-là, je ne pensais qu'au micro fixé sur mon torse, qui captait chaque mot. À 14h15, la sonnette a retenti à nouveau. Tous les regards se sont braqués sur l'entrée. Je me suis levé, une femme en tailleur attendait sur le pas de la porte, une grosse chemise cartonnée sous le bras. Elle s'est présentée, Evelyne, de la compagnie d'assurance. Le visage de papa s'est défait, blême. Je l'ai invitée à entrer, expliquant simplement qu'elle était là pour revoir certains documents avec papa. L'ambiance a brusquement changé, comme si tout s'était figé. Le sourire de maman s'est pétrifié. Cecilia a attrapé la main de Pender. Marguerite semblait désarçonnée tout en préservant son professionnalisme. Evelyne s'est posée sur le canapé, a ouvert son dossier d'audit, sorti une liasse de papier et s'est tournée vers papa. D'une voix posée, elle a indiqué qu'elle souhaitait revenir sur certaines irrégularités dans ses dernières opérations d'assurance. Papa a tenté de faire illusion, mais la sueur perlait déjà sur son front. Ses mains tremblaient lorsqu'il a sorti ses propres papiers. Evelyne a voulu savoir comment il avait accédé à mon espace client. Il a bredouillé que j'étais trop malade pour m'occuper de tout ça et qu'il m'aidait. La voix tremblante, il s'est perdu dans ses explications quand elle lui a fait remarquer que des connexions nocturnes à 2h du matin avaient été enregistrées à plusieurs reprises. Soudain, Cecilia a craqué. Elle a lâché qu'il avait été obligé, qu'ils avaient besoin de cet argent et que, de toute façon, j'allais mourir. Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Marguerite a arrêté net d'écrire, sa tête s'est redressée d'un coup. Evelyne a noté déjà tout sans ciller. Maman a sifflé à Cecilia de se taire. Papa, honteux et cramoisi, s'est défendu en disant que ce n'était pas vraiment de la fraude, puisque l'argent leur reviendrait quoi qu'il arrive. Evelyne lui a demandé de préciser sa façon de voir les choses. Papa s'est complètement enlisé, s'est mis à parler de la prime d'essai, affirmant qu'il n'avait fait qu'anticiper un peu sur son versement. Pender, qui avait visiblement bu toute la matinée, embaumait la pièce à tel point que je pouvais le sentir à l'autre bout du salon. Il s'est mis à rire bruyamment, s'exclamant qu'ils avaient été rudement malins. Il s'est lancé dans l'énumération exhaustive de tout ce qu'ils avaient déjà acheté avec cet argent. Les nouveaux meubles, la robe de mariée de Cecilia, la compte pour son camion. Tout y passait, y compris sa démission, lui qui se vantait que son patron n'était de toute façon pas assez malin pour déceler ses faux papiers. Il s'est mis à raconter qu'ils avaient tout planifié depuis des mois, attendant simplement ma mort pour être riches sans fin, déroulant leur projet pour après, comme si je n'étais pas là, assis à tout entendre. Maman tentait en vain de le faire taire, mais il poursuivait, imperturbable. Cette fois, les larmes de Cecilia étaient bel et bien réelles. Elle comprenait soudain qu'il y avait là quelque chose d'anormal. Pender, lui, continuait à expliquer qu'ils avaient déjà dépensé cet argent dans leur tête, qu'ils l'avaient même partagé, en plaisantant à propos de moyens d'accélérer les choses. Marguerite a repris la parole,
interrogeant maman sur la gestion de mes médicaments, d'une voix désormais glacée sous des dehors professionnels. Tout de suite, maman s'est braquée. Elle a dit qu'elle voulait seulement m'aider à me reposer, a reconnu avoir mis quelque chose dans mon café pour m'obliger à dormir malgré la douleur, affirmant que c'était uniquement pour me soulager un peu. Le visage de Marguerite s'est fermé, elle a pris des notes minutieuses dans son dossier et lui a demandé ce qu'elle mettait exactement dans mon café. Maman a répliqué que ce n'était que quelques somnifères, rien de dangereux. Marguerite a enchaîné. Combien de comprimés? À quelle fréquence? La voix de maman est montée d'un cran, justifiant qu'elle n'avait fait que son devoir de mère. Evelyne aussi, désormais, prenait note de tout avec application. L'air était devenu lourd, chacun retenant son souffle. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et le détective Maurice a déboulé, suivi de 3 policiers en uniforme, sûrs d'eux et méthodiques dans leur façon de prendre possession des lieux. L'un vers papa, l'autre vers maman, le troisième se postant près de Pender. Maurice s'est présenté, a expliqué qu'ils allaient tous être séparés pour interrogatoire. Maman a éclaté en sanglots, réclamant qu'on lui dise ce qui se passait. Papa était blême, effondré sur sa chaise. Le regard de Cecilia s'est posé sur moi et j'ai vu, dans ses yeux qui s'agrandissaient, l'instant précis où elle a compris. Sa bouche s'est entr'ouverte. Mon prénom? A-t-elle soufflé, suppliante. Pender a voulu se lever, mais le policier a posé calmement la main sur son épaule. Maurice a précisé qu'ils enquêtaient pour fraude à l'assurance, usurpation d'identité et tentative d'empoisonnement, avant d'annoncer que tout le monde devait suivre au commissariat. « C'est une erreur !» a hurlé maman, tandis que papa restait là, absent, yeux dans le vide. Cecilia n'a pas détaché ses yeux de moi, complètement sous le choc. Puis, peu à peu, son expression a changé, le choc se muant en colère, puis en une haine sourde. Elle a compris que j'avais tout manigancé, préparé dans les moindres détails. Ce fils mourant qu'il se préparait à pleurer n'avait en réalité jamais été malade. Pende s'est mise à exiger justice. Maman était en larmes. Papa a fini par croiser mon regard et en un instant, j'ai lu dans ses yeux toute la confusion, la peur et sous tout cela, la même déception que lors de mon retour de l'hôpital. Les policiers ont conduit papa à la cuisine, Pender dans l'entrée, tandis que maman restait dans le salon, une policière à ses côtés. Cecilia, pétrifiée, n'a pas bougé du canapé, le visage absent, comme perdu dans un autre monde. Je suis resté assis, cloué dans mon fauteuil, pendant que le détective Maurice expliquait que chacun passerait un à un en audition avant d'être emmené au commissariat pour faire sa déposition. À 14h30 pile, le crissement de pneus sur le gravier a attiré tous les regards vers la fenêtre. Un SUV noir s'est garé devant la maison. 2 hommes en costume impeccable sont descendus, marchant d'un pas qui ne laissait planer aucun doute. Ce genre de type qu'on ne cherche jamais à arrêter. Les policiers en faction devant la porte se sont interposés au bout de l'allée, demandant leurs papiers. Le plus grand a sorti son portefeuille. L'attitude de l'agent a changé du tout au tout. Il a aussitôt utilisé sa radio. En quelques instants, celui de plus petite taille a été plaqué contre la voiture, menotté, pendant que le grand s'énervait en montrant la maison du doigt. Maurice est sorti à leur rencontre, la main quasi posée sur son arme sans avoir l'air d'y toucher. Les usuriers à qui ma famille devait une somme considérable venèrent de se faire cueillir sous mes yeux. L'un d'eux faisait l'objet d'un mandat de recherche qui venait opportunément de remonter. Ce danger qui pesait sur nous s'évaporait d'un coup, la justice prenait le relais et pour la première fois depuis longtemps, ma famille ne risquait plus rien de ce côté-là. Maman a éclaté en sanglots en apercevant les menottes, comprenant sûrement que son plan fondé sur l'assurance venait de s'envoler pour de bon. Dans les 2 heures suivantes, la maison a été transformée en plateau de série policière. La brigade scientifique a débarqué avec ses appareils photos, ses mallettes. Tout a été photographié, mis sous scellé, chaque objet répertorié dans des sachets transparents. Ils ont saisi les boîtes de médicaments qui traînaient sur le plan de travail, photographiées une par une, puis soigneusement refermées dans des sachets hermétiques. La fameuse tasse de café suspecte a eu droit à tous les égards. Scellée, enregistrée à chaque étape, comme l'expliquait Maurice. Avec ces papiers, on suivra la tasse du prélèvement jusqu'au labo, puis pour le retour. Mes appareils d'enregistrement, le stylo, le chargeur, le réveil qui espionnèrent la maison depuis des jours, ont été retrouvés eux aussi. Loin de m'en faire le reproche, Maurice m'a adressé un discret signe d'approbation, soulignant que c'était preuve de jugeote. Les faux papiers d'assurance signés sous la contrainte par mon père ont été photographiés sur place et saisis comme preuve de fraude. Mes faux dossiers médicaux, censés étayer le mensonge du cancer, ont également terminé sous scellé, me provoquant un haut le cœur, car ils constituaient la preuve de ma propre implication. Marguerite, installée à la table avec un agent, a raconté sa version de la réunion d'admission. Elle a dit que votre mère avait reconnu avoir mis un produit dans votre café et s'était montrée très évasive sur la gestion des médicaments. Evelyne, dans le bureau de mon père, fouillait l'ordinateur avec un autre policier, mettant à jour des accès suspects au site de l'assurance et des documents manifestement falsifiés. Hier encore, ces 2 femmes n'étaient que des professionnels parfaitement neutres. Les voilà désormais témoins clés dans une affaire pénale et je me sentais terriblement coupable de les avoir entraînées là-dedans malgré elles. Quand les techniciens ont eu fini, Maurice m'a conduit au commissariat dans sa voiture banalisée. Là-bas, c'était l'effervescence du passage de relais. Policiers qui défilent, plaintes déposées, gens qui patientent sur des chaises en plastique.
Il m'a emmené dans le fameux box d'audition qu'on voit toujours à la télé. Une table, quelques chaises, une caméra perchée au plafond. Jamais je n'aurais cru m'y retrouver un jour. J'ai raconté tout, sans rien cacher, depuis mon retour où j'avais aussitôt compris qu'ils étaient déçus de me revoir vivant. J'ai expliqué le mensonge de la maladie, ce cancer en phase terminale inventé, leur joie malsaine à l'annonce de ma fin et leurs premiers achats financés avec de l'argent qu'ils n'avaient pas encore touché. J'ai détaillé le préfet sur mon assurance vie, la démission de Pender, l'abandon des études par Cecilia. Oui, j'ai avoué avoir simulé, m'être cogné, cracheté du faux sang dans des mouchoirs pour mieux les convaincre que je déclinais à vue d'œil. Je lui ai parlé du goût étrange du café, du dépôt que j'avais mis de côté, de la conversation surprise où je les avais entendus élaborer leurs plans. J'ai expliqué comment j'avais décidé d'organiser une réunion surprise avec l'infirmière de soins palliatifs et l'enquêtrice pour les piéger. Maurice n'a pas cherché à m'interrompre. Il prenait des notes, précisait parfois une date, demandait la chronologie. Une fois mon récit terminé, il s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et m'a lancé. Vous avez vraiment intérêt à prendre un avocat, parce que même si vous êtes la victime d'une tentative d'empoisonnement et d'une fraude manifeste, le fait d'avoir menti sur votre maladie risque de sérieusement compliquer votre situation devant la justice. La compagnie d'assurance risquait de se retourner contre moi pour fraude, et les avocats de ma famille tenteraient certainement de se servir de mon stratagème pour m'accabler. Il m'a donné le nom d'un ténor du barreau spécialiste de ce genre d'affaires et m'a recommandé d'appeler dès lundi. Le soir venu, les premières interpellations ont commencé à tomber alors que l'enquête progressait. Ma mère a été inculpée pour tentative d'empoisonnement. Le juge a refusé la libération sous caution après que le procureur a souligné les risques de fuite et le danger pour autrui. Elle avait vraiment essayé de tuer son fils pour encaisser l'assurance et les preuves, entre le café trafiqué et ses aveux enregistrés, rendèrent l'accusation implacable. Mon père a été inculpé pour fraude à l'assurance et usurpation d'identité en raison des papiers truqués et de l'accès illégal au portail. Pourtant, il est parvenu à sortir de garde à vue en payant une caution grâce à l'argent avancé par son frère. Cecilia et Pender ont été convoqués pour être entendus au sujet du complot. Qu'est-ce que vous saviez des projets visant à hâter sa mort? Y avez-vous participé d'une façon ou d'une autre? Leur a-t-on demandé. On a soumis à Cecilia les messages où elle évoquait la manière d'abréger l'attente, tandis qu'on a repassé à Pender ses propos où il affirmait que j'étais un pauvre type sur le point de les rendre riches. Aucun des deux n'a été arrêté ce soir-là, mais ils ont reçu l'interdiction formelle de quitter la ville et ont été avertis qu'ils auraient à répondre prochainement de leurs actes. Des mesures d'éloignement ont été ordonnées à l'encontre des 4, leur interdisant tout contact avec moi, direct ou par personne interposée, même via les réseaux sociaux. On m'a remis des copies de ces décisions et le lieutenant Maurice m'a expliqué « S'ils transgressent la moindre condition, ils seront arrêtés sur le champ ». En ressortant du commissariat ce soir-là, j'étais complètement vidé, perdu, comme si ce poids que j'avais trimballé si longtemps venait de disparaître et que je ne savais plus comment tenir debout. Dès le lendemain, mon téléphone est devenu incontrôlable sous le flot d'appels et de messages venant de la famille élargie. Tante, oncle, cousin que je connaissais à peine, voulaient absolument savoir ce qu'il s'était passé, pourquoi mes parents étaient sous les verrous. Certains, du côté maternel, allaient jusqu'à m'accuser d'avoir inventé un cancer pour piéger toute la famille. D'autres, menés par le frère de mon père, prétendaient que mes parents étaient des monstres prêts à me sacrifier pour de l'argent. Beaucoup étaient juste perdus et en colère de voir une affaire familiale éclater devant tribunaux et avocats. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, assailli de messages exigeant ma version des faits, m'accusant de mensonges ou affirmant qu'ils avaient toujours senti quelque chose de tordu dans notre famille. Quelques cousins m'ont tout de même envoyé des messages de soutien, disant qu'ils me croyaient et m'offraient leur aide si besoin. La sœur de mon père m'a traité de psychopathe manipulateur qui aurait détruit la famille pour attirer l'attention. Quant au frère de ma mère, il s'est contenté de dire qu'il avait toujours su mes parents capables d'une telle chose. Le groupe familial, d'habitude réservé aux vœux d'anniversaire ou aux photos de Noël, s'est transformé en arène d'accusation, de clans opposés et de règlements de compte. À la fin du premier jour, j'ai cessé de lire les messages, chaque notification me serrant la poitrine et me faisant trembler. J'ai éteint mon portable, rangé dans un tiroir, et je ne l'ai consulté qu'une fois par jour, juste au cas où Maurice ou mon nouvel avocat essaieraient de me joindre. Tout le reste partait aux oubliettes. La semaine suivante ont eu lieu les audiences de présentation et de libération sous caution, et j'ai dû me présenter à certaines en tant que témoin et victime. Mon père a fini par sortir grâce à l'argent de son frère, quittant le palais de justice dans les mêmes vêtements que le jour de son arrestation. Pour ma mère, le procureur a dévoilé des photos de tasses contenant des résidus de café drogué et fait écouter des enregistrements où elle disait vouloir m'aider à dormir malgré la douleur. Le juge a pris le temps d'étudier les preuves et d'écouter le procureur expliquer que ma mère avait accès à des médicaments et qu'elle avait déjà tenté de m'empoisonner. Il a refusé la libération sous caution et a ordonné son placement en détention préventive, ce qui voulait dire qu'elle resterait en prison jusqu'à la fin du procès. Ma mère s'est effondrée en larmes. Sa représentante commise d'office a plaidé qu'elle ne représentait aucun danger. Mais le juge a estimé qu'une tentative d'homicide au sein même de la famille était bien trop alarmante pour envisager une remise en liberté. La voir partir menottée m'a retourné l'estomac, même en sachant qu'elle avait, littéralement,
essayer de m'assassiner. L'audience de Cecilia a eu lieu quelques jours plus tard. Elle a été inculpée pour complot en vue d'une fraude et de violence. Pender a été inculpé pour les mêmes raisons, en plus de ses propres chefs liés à la falsification de diplômes. Tous les deux sont ressortis libres sous caution, mais ils avaient repris 10 ans en une semaine et le regard fuyant. Le juge leur a interdit tout contact avec moi, direct ou indirect, précisant qu'à la moindre entorse, ils seraient réincarcérés et leur caution supprimée. La compagnie d'assurance a gelé le contrat en entier et m'a adressé un courrier pour m'annoncer la suspension de tous les remboursements dans l'attente de la fin de l'enquête pénale. Mon nouvel avocat a rencontré leur service juridique pour négocier ma coopération dans la procédure contre mon père. Il se disait de prêt à m'accorder une immunité partielle concernant mes fausses déclarations sur ma maladie, si j'acceptais de témoigner sur la façon dont mon père avait imité ma signature et piraté mon compte. Cet accord me protégeait de toute poursuite pour avoir inventé le cancer, mais m'obligeait à rembourser les $100 000 de prêt, avec intérêts et pénalités. Mon avocat m'a expliqué que c'était le meilleur compromis, puisque techniquement j'avais bien commis une fraude, même si ce sont mes proches qui avaient exploité ce mensonge pour aller beaucoup plus loin. Je devrais donc rembourser environ $120 000 en plusieurs versements, un montant qui allait sacrément amputer ma prime militaire, mais c'était toujours mieux que la prison. J'ai signé l'accord et fourni une déposition exhaustive sur toute l'opération de fraude à l'assurance. L'enquêteur m'a remercié et précisé que mon témoignage serait fondamental dans leur dossier contre mon père. 2 semaines après l'explosion du scandale, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Un homme avec un accent marqué m'a annoncé que mon père devait encore de l'argent et que la dette ne s'effacerait pas sous prétexte que certains collecteurs avaient été arrêtés. Il m'a suggéré d'aider la famille en réglant ce qui était dû et devant mon refus catégorique, il m'a conseillé de bien réfléchir à ma décision. J'ai enregistré l'appel et l'ai immédiatement transmis à Maurice qui m'a rappelé dans l'heure. Il m'a expliqué qu'ils étaient en train de monter un dossier contre tout le réseau de prêts et que ce type de menaces constituait des preuves précieuses. Pourtant, le danger restait bien présent. Il m'a conseillé de varier mes itinéraires et mes horaires, de rester sur mes gardes et d'appeler la police au moindre comportement suspect. Quand je lui ai demandé si je devais acheter une arme, il m'a répondu que c'était à moi de voir, mais qu'il faudrait alors passer par une formation sérieuse. Cette menace planait sur moi depuis plusieurs jours, me rendant méfiant, à l'affût du moindre bruit et m'empêchant de sortir une fois la nuit tombée. J'ai renforcé la porte de mon appartement sous les toits avec des verrous supplémentaires et installé une caméra dans le couloir. Chaque bruit imprévu me faisait bondir. Chaque voiture inconnue dans la rue éveillait ma suspicion. Progressivement, j'ai commencé à investir vraiment les lieux, à faire de cet appartement plus qu'une simple planque. J'ai acheté des meubles dignes de ce nom, remplacé le strict minimum par quelque chose de plus chaleureux, accroché des photos au mur et rempli les placards avec autre chose que des bières et des restes. Dans le salon, j'ai exposé mes décorations militaires ainsi que les photos de mon unité, ces gars sur qui j'avais vraiment pu compter quand tout partait en vrille. Au fil des jours, l'appartement prenait des allures de véritable refuge et m'occuper de l'emménagement m'apportait une échappatoire bienvenue face aux galères judiciaires et familiales. J'ai aussi pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à la famille et aux trahisons, une femme d'une 50aine d'années, à qui rien ne semblait pouvoir faire perdre son flegme. Lors de notre première rencontre, je me suis laissé tomber dans le canapé et j'ai essayé tant bien que mal de mettre des mots sur ce que je ressentais, répétant inlassablement que je ne savais plus ce que j'étais supposé éprouver. Un mélange de soulagement d'avoir deviné leurs intentions avant qu'ils ne puissent vraiment nuire, de culpabilité parce que j'avais moi-même menti et manipulé, même si, au fond, leurs magouilles dépassaient de loin les miennes, de colère pour ce qu'ils avaient fait ou étaient d'eux prêts à faire, et de tristesse pour la famille que j'avais cru avoir, pour ces gens que j'espérais différents et qui finalement n'avaient jamais existé. Tout cela se mêlait, impossible à démêler, me laissant soit vidé, soit submergé selon les jours. Elle m'a rassuré. C'était parfaitement normal. Le traumatisme ne s'accompagne pas d'émotions claires et bien rangées. On prendrait le temps d'avancer étape par étape, m'a-t-elle assuré, en m'expliquant que le but n'était pas de faire disparaître ses sentiments, mais d'apprendre à vivre avec sans en être l'otage. Tristan est venu passer un week-end. On s'est retrouvés sur mon balcon avec une bière, à regarder les lumières de la ville s'allumer au soleil couchant. Pour une fois, pas un mot sur l'affaire ni sur la famille. Juste un moment posé, comme on en avait sur la base après une journée harassante. Finalement, je lui ai confié que je rêvais souvent d'une famille qui m'aurait vraiment aimé, qu'au réveil, je découvrais que tout n'était qu'un malentendu, qu'ils étaient heureux de me savoir en vie et non déçus. Il a bu une longue gorgée, puis il m'a répondu que c'était naturel, que continuer à espérer qu'il soit différent ne faisait pas de moi un faible ou un idiot. Il a ajouté « Tout le monde a besoin de l'amour de sa famille. C'est inscrit dans nos gènes. Et ce n'est pas parce qu'eux n'en sont pas capables que c'est toi qui as un problème. » Il m'a parlé de son propre père, alcoolique et violent, et m'a avoué qu'après toutes ces années,
Il lui arrivait encore d'espérer qu'il change, tout en sachant que ce ne serait jamais le cas. On a laissé le silence s'installer, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai éprouvé de la gratitude en me rendant compte qu'au moins une personne dans ma vie était bien celle que j'avais imaginée. 2 semaines plus tard, l'équipe juridique de l'assurance m'a recontacté avec une proposition d'arrangement. Ils réclamaient 40 000 $ à rembourser sur 5 ans, en échange de ma pleine coopération. Témoignage à l'appui, contre mon père dans l'affaire de fraude. Mon avocat a passé en revue les modalités par téléphone, précisant que ce n'était pas l'accord du siècle, mais que, vu mes propres mensonges sur la maladie, c'était logique. Il m'a conseillé d'accepter, arguant qu'il valait mieux écarter tout risque de poursuite. Les juges n'apprécient pas qu'on invente une maladie pour toucher une indemnité, qu'importe la situation. J'ai signé les documents à son cabinet dès le lendemain matin, acceptant de verser des mensualités de 667 $ 3 mois plus tard. Finalement, cela me semblait plutôt raisonnable, et l'avocat m'a expliqué que, dans le fond, l'assurance voulait surtout récupérer son argent et avoir un témoin solide contre mon père, plus que de me faire payer les pots cassés. 3 mois ont passé, et j'ai fini par trouver un nouvel équilibre. Je voyais la psychologue 2 fois par semaine, on évoquait sans détour les failles familiales et les problèmes de confiance, sans chercher à tout minimiser. Tristan appelait tous les dimanches, parfois juste pour discuter de tout et de rien, parfois pour vérifier que je suivais bien mes séances et que je ne me repliais pas sur moi-même dans mon appartement. J'ai trouvé un mi-temps dans un centre pour anciens combattants, où je faisais de l'administratif et guidais les autres vers les bonnes ressources. Une activité qui me forçait à sortir de chez moi et à côtoyer des gens qui savaient ce que représente une mission, sans faux semblant. Le magnétophone que Maurice, le détective, m'avait confié restait au fond d'un tiroir, me rappelant que désormais, la confiance ne se donnait plus à la légère. Il fallait l'éprouver, puis la gagner, petit à petit. Je ne dirais pas que j'étais heureux, pas au sens classique du terme, mais j'étais en sécurité. Certains jours, cela me semblait largement suffisant, comme si la sécurité était la base sur laquelle on pouvait enfin bâtir quelque chose, et j'apprenais encore à poser ces premières pierres sans que mes mains tremblent.